C'est parti. Et bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, c'est vrai que sur ces vidéos, c'est vrai qu'on s'entend, on n'a pas le retour, donc effectivement, je suppose que vous m'entendez bien. J'espère que tout marche bien de votre côté. On va se laisser, si ça vous dérange pas, 1 ou 2 minutes, le temps que les gens arrivent. Vous savez, il est 9 heures. Voilà. Oui, merci Xavier. Et bonjour tout le monde. Bonjour Lydie. N'hésitez pas, c'est le moment d'aller prendre le café si vous voulez. Et après, on démarre pour 3 quarts d'heure ensemble. Bonjour tout le monde. Bon, bah, écoutez, on va y aller. On va commencer tout doucement, et puis les derniers retardataires pourront nous rejoindre. Alors, bonjour à tous. Alors, c'est pas toujours le plus convivial, effectivement, quand on a un webinaire, c'est toujours plus sympa que de se voir quand on peut l'être. Alors, vous avez vu, on a un chat de conversation, donc n'hésitez pas si vous voulez pouvoir poser des questions, vous pouvez le faire, on verra vos questions et le relayera. On est aujourd'hui sur la première journée des journées du LLI que j'ai l'honneur d'introduire et qu'Adelab a imaginé et pensé sur une thématique phare qui devrait irriguer les 3 jours, qui est celle du logement locatif intermédiaire. Le logement locatif intermédiaire, pourquoi on l'a choisi? Parce que pour nous, on pense que c'est un thème d'avenir, et on s'est dit que c'était justement à la fois un thème d'avenir et du présent, on peut dire, et que du coup, ça valait le coup d'être étudié en tant que tel. Vous êtes sur la première session, alors vous verrez, j'aurai l'occasion de présenter les autres sessions, mais aujourd'hui, on va parler le LLI, nouveau produit phare des bailleurs sociaux. On est sur un webinaire qui est principalement orienté auprès des opérateurs, que ça soit bailleurs sociaux, que ça soit promoteurs. Me permet du coup, comme on a pu relayer les différentes publications via LinkedIn, de présenter simplement en 2 mots qui on est, puisque c'est vrai que tout le monde ne nous connaît pas forcément. Je vois beaucoup d'amis qui ont rejoint le webinaire, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui peuvent ne pas nous connaître. Alors, Adéquation, c'est monté en 2 mots sur la notion d'observation des marchés immobiliers. On en a décliné toute une gamme de services qui va de l'analyse statistique en ligne, de la donnée et du conseil, et l'étude de marché. On est à peu près 110 dans la société. On s'est créé dans les années 90 et vous voyez les différentes implantations régionales qu'on a en France. Vous en voyez, on en a 9 aujourd'hui. Euh, ce qu'on peut dire en quelques mots de la société. On s'est positionné sur un segment de manière extrêmement en amont, je dirais, puisqu'on fait des études LLI depuis la création du dispositif en 2014. Vous verrez, j'aurai l'occasion de revenir sur ce dispositif et son fonctionnement. Mais depuis le début, finalement, on fait des études à ce sujet. Je ne sais pas, pour vous donner un ordre d'idée, c'était 3700 missions d'études et de conseils. C'est à peu près ça qu'on réalise par an au sein d'Adéquation en termes d'études. Donc, vous voyez, là, j'ai pris le chiffre sur les 3 dernières années. Donc, ça fait à peu près pas loin de 12 000 études qu'on réalise au total. Vous en avez à peu près la moitié qui ont été réalisées sur les 3 dernières années, du coup.
sur de la partie LLI. On nous connaît beaucoup sur la notion d'expertise en termes d'accession libre. On est aussi beaucoup implanté sur ce segment-là et on travaille pour les majors aujourd'hui du secteur, que ce soit CDC ou que ce soit les principaux groupes d'action logement en région et les différents OPH qui se lancent sur le sujet. Pour ma part, du coup, et oui, effectivement, ça se décline en solutions, que ce soit via notre outil Focus ou sous la logique études et conseils. Pour ma part, du coup, je suis directeur marché, bailleurs sociaux et OFS. Je serai du coup la personne qui va animer ce webinaire et il y en aura 2 autres qui vont suivre et je vous invite du coup à y participer. Demain, animé par Alessandro, que vous voyez à mes côtés, autour des collectivités, qui sera bien meilleur que moi, donc n'hésitez pas, allez-y. Et vous en aurez un suivant qui sera celui de Bénédicte Coulon, qui est également mon homologue du coup sur la partie des résidences gérées. Et là, ça va plutôt intéresser tout ce qui est exploitant de résidence-service, et notamment l'ouverture du LLI à ce nouveau segment. Voilà, c'est du coup ces 3 webinaires qui constituent à eux seuls la logique d'Adelab. L'Adelab, chez nous, c'est une marque qui est un peu estampillée. Et vous voyez, j'ai remis quand même, simplement pour en parler en 2 mots et après on rentre dans le cœur du sujet, ce que représente l'Adelab pour nous, qui est quelque chose, qui est une marque estampillée adéquation et qui est extrêmement importante. Le premier, on l'a bâti sur la logique d'OFS BRS. Je ne sais pas si vous voyez, j'avais remis la plaquette parce que finalement, c'est beaucoup la plaquette qui parle aux différents interlocuteurs aujourd'hui. Et cette plaquette-là, elle avait été bâtie et conçue à l'époque en 2021. C'était quasiment l'émergence du dispositif de l'OFS et du BRS en France. Donc, on était venu un peu en précurseur sur les premiers retours d'expérience de commercialisation, les premières livraisons, comment ça s'est passé, quelles sont les difficultés, qui est la clientèle cible, etc. On en a réalisé un deuxième. Alors, c'est vrai que j'ai pas mis la date ici. C'était au pavillon de l'Arsenal. Alors maintenant, c'était, je crois, en 2022, 2023. Oui, ça devait être 2022. Dans lequel on a évoqué tout ce qui était autour de la notion du living. Donc là, c'était tout le service toute la suite servicielle qui pouvait être ajoutée au logement. Et là aussi, pour nous, ça nous paraissait un curseur qui était un curseur d'avenir, qui le reste encore aujourd'hui. On le voit à travers tous les débats qui est ceux des bailleurs sociaux aujourd'hui, notamment sur les notions de comment on se fait rémunérer mieux les services qu'on peut associer au logement pour que ça serve au final le locataire en place. Et là, du coup, aujourd'hui, on intègre cette 3e notion qui est la notion du LLI au niveau national et qui, elle aussi, à notre avis, fera partie du logement de demain. Je vous le dis parce que sur le petit site que vous avez là, qui est le site de newsletter en ligne, d'animation, je dirais média, d'adéquation, et qui est complètement gratuit, vous retrouverez une rubrique dans laquelle on viendra alimenter au fil des prochains mois la thématique du LLI et qui permettra d'en savoir un peu plus. Alors, on a 2 pans, mais alors n'hésitez pas, c'est vrai que j'ai gardé la deuxième partie qu'on appelle partie débat, mais finalement j'aurais pu l'ôter de mon support parce que on prendra les questions un peu au fil de l'eau. C'est plus sympa comme ça vient couper aussi le discours que je peux avoir, et puis ça permet de répondre aux différentes interrogations quand elles se font jour. Donc n'hésitez pas, on va avoir 2 temps dans la présentation. Une présentation du dispositif juridique et pratique, et puis on va avoir un deuxième pan qui va être l'intérêt du dispositif et le profil de clientèle. Sur cette première partie, qui est le dispositif juridique et pratique. Je me suis dit qu'on n'était pas tous des experts du LLI, donc c'était l'occasion peut-être d'en reposer les quelques principales bornes. Les principales bornes, vous les voyez ici. C'est un dispositif qui a été créé en 2014. Alors à pas confondre, c'est vrai que parfois on en a un peu en tête la chose, c'est-à-dire finalement on se dit tiens le BRS c'est 2014. Oui, le BRS c'est 2014 comme le LLI, mais c'est pas du tout institué et créé par la même ordonnance, par le même projet de loi. On est bien sur 2 textes distincts et qui ont été validés, c'est vrai, la même année, mais pas le même jour. On est bien sur des temporalités complètement différentes. Le LLI, du coup, créé en 2014, la démarche du LLI, c'est finalement un logement à loyer modéré, un logement locatif. Être sous plafond de ressources de ménage Pinel, vous devez être en résidence principale, et puis les ménages doivent également être sous ressources Pinel. Donc on est sur les mêmes niveaux de dispositifs que vous pouvez trouver sur le Pinel. En général, les acteurs disent qu'ils pratiquent en général moins 10 à moins 20% par rapport au loyer libre. Ça vous donne un ordre d'idée
du niveau de décote, a priori en tout cas, qui est pratiqué. On voit qu'aujourd'hui, ça a tendance un petit peu à évoluer au gré des différentes contraintes qu'on peut avoir. On est sur un dispositif qui est éligible principalement en A, A bis et B1. Le B2, historiquement, je le cite ici, B2 et C. Alors, les territoires ne sont pas éligibles en B2 et C. En général, là, on parle de PLI. Le PLI, c'est un ancien dispositif qui est le prêt locatif intermédiaire qui existe pour le coup depuis beaucoup plus longtemps que le logement locatif institutionnel tel qu'on l'appelle, qui a été créé en 2014. Et lui, pour le coup, il peut être réalisé en B2 et C sur logique de dérogation. Et il a été finalement très peu usité depuis ses débuts. C'est pour ça qu'aujourd'hui, principalement, la forme de LLI telle qu'on l'évoque, c'est le LLI, le logement locatif institutionnel. C'est plutôt sous cette forme-là qu'on l'évoque. Voilà. C'est un dispositif qui, pour beaucoup d'interlocuteurs, quand on discute avec les OPH, quand on discute avec certains ESH qui connaissent un peu moins le dispositif, le rapproche d'une logique PLS. Vous voyez, on est sur souvent ce fait de se dire, bah, finalement, c'est quelque chose qui est proche. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sur un loyer de marché d'une commune qui va être, je sais pas, à 12, 13 euros du mètre carré en libre, eh bien, finalement, l'écart avec le PLS va être quasiment identique. Il n'y aura quasiment pas d'écart. Et c'est pour ça que parfois les deux dispositifs se confondent un peu. On n'est pas du tout dans les mêmes logiques quand vous allez être sur une démarche francilienne ou sur la Côte d'Azur ou aujourd'hui sur des métropoles qui sont très tendues au niveau des loyers. Là, pour le coup, si vous prenez, je sais pas, une métropole quelconque qui est autour de 16 ou 17 euros du mètre carré en libre, eh bien, vous allez avoir le PLS qui va plutôt être autour des 8, 9 euros du mètre carré. Ça dépend le zonage sur lequel vous êtes basé. Et puis, vous allez avoir le LLI qui va être autour des 12, 13 euros. Et là, vous allez avoir ce qu'on pourrait appeler une échelle résidentielle mais qui parfois est amené à être un peu écrasé, cette échelle résidentielle, si vous avez des valeurs locatives libres qui sont basses. Ce dispositif LLI, il a également une condition de mixité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui en développer stricto sensu en libre, si ce n'est quand on est dans des conditions dérogatoires. En effet, la condition de mixité, elle s'applique et l'ensemble immobilier doit avoir plus de 25% de logements locatifs sociaux. Il y avait eu au début du dispositif, c'était calculé en SDP, ça a rechangé en 2021 lors du PLF pour 2020. Et là, on a rebasculé en surface calculée en nombre de logements. Mais cette condition de mixité, elle n'est pas exigée si vous avez en sein de la commune un taux LLS supérieur à 25% ou si vous êtes en QPV. Vous avez des distinctions de cet ordre-là. On dit parfois qu'on ne peut pas en faire en commune carencée, on peut en faire en commune carencée si on respecte cette condition de mixité sociale. Alessandro reviendra dessus demain un peu plus. Vous avez un engagement également de location d'une vingtaine d'années minimum. Je dis bien une vingtaine d'années minimum avec une possibilité de vente de 11 à 16 ans. Ça, c'est assez important dans les échanges qu'on peut avoir avec les différents acteurs, puisque vous avez autant quasiment de stratégies de portage du LLI que d'acteurs privés ou publics, en tout cas de bailleurs sociaux. Vous en avez certains qui choisissent d'avoir du portage à long terme en se disant finalement on est peut-être proche d'une logique de PLS, donc si on est sur une logique de PLS, on n'est peut-être pas obligé d'engager une revente à relativement court terme. Et puis vous en avez d'autres, c'est complètement intégré dans leur modèle, qui est celui d'une modèle de revente. Certains revendent aux particuliers, d'autres se disent peut-être qu'on pourrait revendre en bloc les ensembles. Enfin voilà, là-dessus, il y a différentes stratégies qui peuvent être mises en œuvre. Sachez que la plupart des acteurs, quand ils engagent la revente à 11 ans, du coup, ils ont la possibilité de vendre la moitié de l'ensemble LLI. Et au bout de la 16e année, ils ont possibilité de vendre le solde. Il y a la démarche qui est celle de dire que ça permet finalement de récupérer une partie de fonds propres pour après la réinvestir et la réinjecter dans de nouvelles opérations. C'est ça la logique du financement du modèle. On parle très souvent, quand vous discutez avec les principaux majors, d'une démarche qui est celle de finalement le loyer couvre à peu près un tiers des gains du produit. Et puis les 2 tiers, c'est l'évolution des marchés à la revente, c'est-à-dire la prise de valeur du bien qui générera une plus-value et qui génère les 2 tiers de gains supplémentaires dans l'opération. Parfois, on est dans ces ordres de grandeur-là. Donc, vous voyez, quand on évoque ces ordres de grandeur, on comprend l'intérêt qu'il peut y avoir à la revente, c'est-à-dire que finalement, le rendement locatif est plus important que ce qu'on peut connaître en tant que PLI+,
mais il reste relativement modéré par rapport à ce qu'on peut escompter quand on a une logique de revente à moyen court terme. Et le dernier avantage du dispositif, c'est qu'on est sur une TVA à 10%. Alors du coup, c'est comme le PLS et c'est comme le plus si vous n'êtes pas en QPV ou en zone du coup TVA, oui, si vous êtes en bande de 300 mètres. Et vous avez également un crédit d'impôt. Apparemment, c'était une exonération de TFPB qui, depuis 2021, est devenue un crédit d'impôt. Pour les bailleurs sociaux, on a quelques spécificités que je vous ai mises là et que j'ai ressorties, puisque vous êtes plutôt la cible principale de ce webinaire aujourd'hui. 10% maximum du parc du bailleur social peut être consacré au LLI. Sinon, il y a nécessité de créer une filiale. C'est pas interdit, mais dans ce cas-là, il faut créer une filiale. La CAL, elle est facultative. Parfois, elle peut être, disons, obligatoire. Certains bailleurs choisissent de le faire par question de transparence, mais c'est pas une obligation réglementaire. Et sur le LLS, alors j'ai mis la revente LLS n'est pas soumise au parcours d'une vente LLS à l'issue des 10 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, formulé comme ça, je reconnais que c'est un peu bâtard comme formulation, mais en somme, ça veut dire que réglementairement, moi j'ai trouvé à peu près nulle part, et pour autant j'ai trouvé des PowerPoint sur Internet qui disaient le contraire, que de la revente soumise au même parcours de priorité que dans le logement locatif social. C'est pas vrai, normalement, on peut revendre comme on le ferait sur un parcours de locataire libre. Donc il n'y a pas de fléchage particulier qui est engagé à l'issue de ces 10 ans. Là-dessus, je sais qu'il y a encore des débats d'experts. Moi, j'apporte pour le coup une pierre à l'édifice. Il me semble en tout cas qu'à travers ma lecture du texte, c'est ça que j'en ai compris. Mais pour le coup, voilà. Et enfin, on ne sait pas comptabiliser dans le quota SR1. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question de Michel Cavaillon. Je vous propose de la poser dans le chat parce que sinon, ça risque d'être compliqué comme on est 176 dans la démarche. Et Yannick, vous dites, le crédit d'impôt n'est-il pas un frein à l'acceptation des projets sur les communes? Bonne question. Je retourne la question. Non, moi je dirais moins en tout cas que la TFPB. Puisque la TFPB, pour le coup, finalement, il faut se dire que dans ce dispositif, la commune, elle n'avait pas vraiment de vue sur le permis de construire, hein, puisque et enfin si elle avait vu sur le permis de construire au moment où il était déposé, mais étant donné qu'il n'y a pas de demande d'agrément, qu'aujourd'hui c'est une simple obligation de déclaration, elle n'était pas particulièrement sollicitée au moment de l'agrément. Donc finalement, elle découvrait qu'il y avait cette notion de d'exonération de TFPB un peu au fil de l'eau. Voilà. Là, pour le coup, le crédit d'impôt qui vient plutôt s'imputer à la partie bailleur est quelque chose qui est plus indolore pour la collectivité. Alors, vous l'avez vu, ce dispositif, il a été travaillé sur la partie euh, originelle, je dirais, en 2014. Il a été revu en 2021 et ensuite, il a été retravaillé très récemment. Les dernières évolutions autour du dispositif, les voici. Vous avez la première évolution qui a été portée, je crois, par un décret, me semble, analyse plus complète effectivement en dessous. Et là, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus complet dans l'analyse, mais dont je vous restitue les premiers éléments, quelques éléments un peu plus sommaires ici. En gros, il y a à peu près 200 communes qui ont basculé sur les zonages A et B1. Vous avez 154 communes qui auparavant étaient en B2 et C et donc qui sont devenues éligibles au dispositif. Et vous avez 55 communes qui étaient du coup en B1 et qui sont basculées en zonage A. Vous retrouvez à peu près les principales grandes agglomérations ici, enfin les principales grandes villes, hein, puisque c'est à l'échelle de la ville, qui ont basculé de zonage Pinel. Vous les retrouvez nommés ici. Donc, on ne parle pas forcément que de petites villes, ce qui explique que ça représente un global d'à peu près 4,5 millions d'habitants qui sont concernés. Et globalement, le pacte LLI qui a été signé par les différentes confédérations HLM, hormis, je crois, la fédération des OPH, qui n'avait pas signé ce pacte-là de mémoire, pour le coup, il vise à rendre éligible une deuxième vague de reclassement qui devrait avoir lieu. Normalement, certains évoquent juin ou juillet, donc très prochainement, on devra avoir une seconde vague qui devrait être validée. Je crois que c'est la FPI qui évoquait quelque chose de l'ordre de 800 nouvelles communes qui pourraient basculer sur ce zonage. Pour donner un ordre d'idée, on est à peu près à 1900 communes à l'heure actuelle qui sont éligibles au logement Pinel, parce qu'elles sont en zonage A et B1. La seconde évolution, alors pardon, j'ai vu qu'il y a une question, quelle est la durée du crédit d'impôt?
aucune question, aucune idée. Là-dessus, pour regarder les textes. Je vous renvoie vers les textes et n'hésitez pas, sinon, à poser la question à vos interlocuteurs bailleurs. Et ben voilà, comme quoi certains sont utiles et ils disent 3 ans. Voilà, merci beaucoup. Peut apporter. Alors le projet de loi qui a été porté par alors oui, il y a eu un projet de loi de finances qui a été validé il y a moins d'un an, puisque c'était le projet de loi pour l'année 2024, donc qui a été validé en toute fin d'année dernière, prévoit sur l'article 71 plusieurs évolutions. Ça, c'est le deuxième grand pan d'évolution qui a été porté au LLI. Les évolutions sont de l'ordre suivant. Le premier, c'est une extension du régime LLI au parc ancien. L'extension du régime LLI au parc ancien, elle ne se ferait selon ce qui est évoqué principalement sur les étiquettes énergivores et au moment de leur basculement en inéligibilité locative. Donc pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, c'est les G+ qui sont interdits à la location et début de l'année prochaine, je crois, on devra avoir l'ensemble des G qui devraient basculer en inéligibilité. En 2028, c'est les F, et puis après post 2030, on a les E. Donc, c'est en fonction de leur éligibilité locative qu'ils pourraient basculer. Mais là-dessus, c'est pas encore, il y a des arrêtés qui devraient venir préciser un peu la chose. On a une extension LLI aux résidences gérées de tout type. Là, pour le coup, j'en dis pas plus, vous verrez ça lors de la session dans 2 jours. Un troisième point qui est l'extension géographique du LLI à d'autres territoires. Là, vous voyez, dans les autres territoires, les sites qui sont retenus sont les suivants. Vous avez les sites industriels définis à la suite de la loi Industrie verte, alors qui a été validée en décembre 2023. Donc ces sites industrie verte pourraient être éligibles. Alors on ne sait pas si c'est les sites en tant que tels, si c'est les communes qui sont éligibles. Quand ça dépasserait les communes, est-ce que c'est toutes les communes sur lesquelles est implantée l'industrie verte qui seraient éligibles? Bon, là-dessus, il y a un flou qui règne. Il y a également un flou qui règne sur les PC qui sont déposés dans les territoires qui sont concernés par une GOU, un PPA, un ORT, une OPA hors code ou une action cœur de ville. Là, pour le coup, tous ces dispositifs où finalement il y a beaucoup de communes qui sont éligibles, les actions cœur de ville, il y a 220 communes en plus. Donc bon, dans les 220 communes, il y en a déjà certaines qui sont en zonage Pinel favorable, en tout cas éligibles. Donc ça ne viendrait pas forcément s'ajouter en termes de volumétrie, mais disons que sur l'ensemble de ces secteurs-là, normalement, devrait y avoir une évolution puisqu'elle a été autorisée par la loi de finances. Maintenant, il faudra attendre un arrêté ou un décret qui devrait préciser les modalités précises d'extension à ces territoires. Et enfin, le quatrième et dernier pan est celui de l'éligibilité au support d'investissement. Alors, je mets bien l'éligibilité au support d'investissement pour le LLI. Vous savez, ça a été une des grandes mesures phares qui a été évoquée à travers l'ensemble des revues de presse et du LLI, qui était celui de dire il faut rendre éligible le LLI à l'investissement des particuliers. Là, pour le coup, effectivement, c'est le souhait du gouvernement et ça devrait prendre la forme de ces véhicules financiers. Pour le moment, ils sont en cours de constitution. Alors, les rentabilités plausibles sont-elles suffisantes pour intéresser des opérateurs privés foncières SCPI, SCI? Globalement, ça c'est une vraie question. Ça dépendra du montage du support d'investissement. On espère que pour le coup, ça le sera. Maintenant, pour le coup, on ne connaît pas les modalités de montage de ceci. On sait juste que ça devrait être ouvert aux particuliers. Maintenant, sous quelle forme? Est-ce que ça sera certains disent qu'on pourra même en tant que SCI pour un particulier investir dans ces supports d'investissement, que d'autres on pourra le faire à titre particulier également. Voilà, là-dessus, pour le coup, c'est pleinement en cours de définition. Le point du jour étant celui du projet de loi du coup logement abordable qui a été présenté en Conseil des ministres le 3 mai, qui devrait être soumis au Sénat à l'été et à l'Assemblée à la rentrée. Vous avez 3 articles que je développe. L'article 7, l'article 9 et l'article 14, qui pour moi concerne les bailleurs. Alors on aurait pu en citer d'autres. L'article 1 qui fait beaucoup débat autour de l'évolution de la loi SRU. J'en parle pas aujourd'hui, je laisse à mon collègue Alessandro le soin de le faire demain. Moi, je parle sur plutôt les articles consensuels, on va dire. L'article 7 qui s'appelle « Permettre aux bailleurs sociaux de produire davantage de LLI ». Là, pour le coup, il y a 3 mesures phares. Augmentation du taux de détention de LLI de 10% à 20%. Donc là, vous savez, la part
potentiel que peut porter le bailleur serait doublé avant de devoir créer une filiale LLI. Bon, finalement, auparavant, vous pouvez le faire, il suffisait de créer une filiale LLI, hein. Il y a des facilitations d'avance en compte courant des bailleurs envers leur filiale LLI ou leur SCCV en charge du montage des LLI. Ça, c'est assez important parce que auparavant, finalement, quand vous montiez une filiale LLI en tant que bailleur, bah, finalement, vous pouviez pas l'abonder en fonds propres, donc elle devait s'auto-générer des fonds propres pour ensuite réinvestir, ce qui est compliqué puisque le modèle de revente étant à 11 ans, bah, il fallait attendre un certain temps déjà avant que la machine puisse s'auto-alimenter. Donc là, les avances en compte courant devraient faciliter la mise en fonds propres et puis la vie au quotidien finalement de ces différentes filiales LLI. On a voilà, la part maximale de logement, je l'ai remis également en bas, hein, mais c'est qu'elle est dans les deux articles, c'est pour ça que je la révoque juste après. On a l'élargissement du champ d'intervention de l'organisme national de vente qui est porté aujourd'hui, filiale Action Logement, vers l'ULS et vers le LLI. Auparavant, il n'était que sur le LLS, donc maintenant il pourra faire ces deux pans de thématiques-là également. On a l'article 9, diversifier les ressources des bailleurs sociaux. Là, finalement, il y a deux pans majeurs dans cet article. Le premier relève des modalités autour des SCCV. On a en gros une facilitation, une clarification de l'intervention des bailleurs sociaux dans ces SCCV. Ces SCCV, vous savez, elles ont été introduites, je crois, par la loi Elan, et puis ça a connu un succès assez important puisque finalement, ça permet aux bailleurs d'être un peu partie prenante du projet en montant des sociétés de copromotion. Donc, c'était quelque chose qui était assez important pour eux. Et là, l'ambition et l'intérêt, c'est celui de dire, bon, bah, finalement, on vient un peu assurer que le montage de SCCV fonctionne bien et permet aussi de combler un peu les angles morts. Par exemple, vous voyez, l'immobilier commercial qui auparavant ne pouvait être intégré dans les SCCV devient aujourd'hui une activité possible à titre accessoire. Bon, là, je mets les organismes peuvent acquérir des LLI en plus des LLS et un minimum de 25% en LLS, du coup, dans le montage d'une SCCV au minimum. Une SCCV qui intègre un bailleur doit au moins avoir ce pourcentage minimum. Bien, elle pourra aussi acquérir des LLI dans ce cadre des SCCV en recourant à la VFA. Et il y a aussi une petite démarche qui est introduite, qui est celle de dire l'acquisition en VFA pourra se faire par dérogation au régime VFA permettant au bailleur de conserver une compétence MOD. En effet, le bailleur pourra vendre des prestations de services en matière de conception et de programmation à la SCCV. Ça, c'est finalement quelque chose d'assez nouveau, c'est-à-dire qu'un bailleur, quand il intégrait une SCCV, il était forcément sur une démarche qui était celle de dire, à un moment donné, soit je réalise mon plot et toi tu réalises le tien, et dans ce cas-là, effectivement, on garde un peu une logique de chacun chez soi, soit vous aviez une logique qui était l'acquisition en VFA de l'ensemble. Là, pour le coup, on est sur une démarche où le bailleur pourra, pour essayer de conserver ses équipes de maîtrise d'ouvrage, vendre des prestations de services et de conception à SCCV, notamment sur le montage de l'opération. Ça, c'est à mon avis quelque chose qui va dans le sens du renforcement de la MOD chez les bailleurs. Et enfin, on a, et je prends les questions juste après, une clarification du régime de la VFA inversée. Vous voyez, on a une part maximale de VFA inversée qui passe de 30 à 50%. Alors, il faut bien se dire que la VFA inversée, elle est hors siège, hein, donc c'est pas les mêmes logiques d'aide qu'on peut avoir. Et puis, du coup, ça veut dire que vous êtes soumis à l'IS dans ce cadre-là. Mais en tout cas, cette part de VFA inversée augmente. La VFA inversée, hein, pour le dire autrement, c'est ni plus ni moins que de la vente au détail libre réalisée par des bailleurs sociaux. Alors, au niveau des questions, un bailleur social peut-il convertir du LLS en LLI? Alors, il peut y avoir des logiques alors, on ne dit pas convertir du LLS en LLI, en général, ça ne se fait pas, mais disons qu'il peut y avoir une logique à la fin du conventionnement de réaugmentation des loyers sur les nouvelles logiques de conventionnement. En général, ça se fait relativement peu. Il y en avait eu une partie qui avait basculé, mais qui finalement n'était pas tellement du LLS PLI+, qui était plutôt finalement de l'équivalent PLS ou PLI et qui là avait été rebasculé sur la logique LLI. Ça avait été au début du dispositif, c'est pour ça qu'en général, on dit qu'on a aujourd'hui à peu près 140 000 logements locatifs intermédiaires en France. Dans les faits, c'est pas ce qu'on a produit, c'est parce qu'il y a eu une bascule de logements très spécifiques vers ce dispositif. Quelles sont les conditions pour faire de la VFA inversée? Alors, pour faire de la VFA inversée, là-dessus, les conditions, elles sont assez complexes. Je vous renvoie juridiquement à la lecture des textes parce qu'on pourrait y passer, honnêtement,
les 3/4 d'heure restants ou les 2 heures restantes si vous voulez. Mais là-dessus, c'est assez complexe, effectivement. Et l'article 14, il est celui d'encourager l'accession à la propriété par le logement intermédiaire. Alors, il faut se dire qu'aujourd'hui, le logement locatif intermédiaire, il est très souvent... Ah, pardon, vous avez oublié ma question sur la foncière. Ah, pardon. Excusez-moi, la foncière. Je laisse me remonter la question, Alessandro, puis j'y répondrai par la suite. Pardon. Alors, encourager la propriété par le logement locatif intermédiaire, raccourcir les délais de mise en vente du LLI. Alors, on a normalement une obligation de vente à 50% à la 11e année et du delta à la 16e année. Le projet de loi vise que l'ensemble du LLI puisse être vendu dès la 11e année. Ça permettrait d'accélérer les rythmes de vente. Donc ça, ce serait la démarche. Et c'est pas vraiment dit explicitement dans le texte de loi. Ça, je l'ai relu à plusieurs fois et j'ai essayé de regarder les différentes interprétations qu'il y avait pu avoir à ce sujet-là. Mais parfois, on évoque le fait que dès la 6e année, on pourrait engager une logique de vente de ce dispositif. Mais dans ce cas-là, il faudrait intégrer une clause anti-spéculative qui n'existe pas à l'heure actuelle légalement dans les textes. Entre la 6e et la 10e année. Et à partir de là, on rentrerait ensuite dans le cycle des ventes usuelles et classiques. Alors, en cas de filiale foncière LLI, le bailleur social majoritaire peut-il assurer la gestion si le mandat des logements confié à la filiale? Ah oui, alors est-ce que à qui est géré le mandat de gestion en cas de LLI? Alors ça, pour le coup, c'est quelque chose qui était censé évoluer. Normalement, il n'y avait pas vraiment de mandat de gestion possible entre la LLI et entre la filiale, pardon, et puis le bailleur social. Ça, c'est en train d'évoluer dans les textes. Et normalement, il devrait y avoir des possibilités que le bailleur social puisse gérer plus facilement euh, les logements du coup des différentes filiales LLI qui ont été montées. Alors, on peut passer à la deuxième partie du dispositif. Alors, il y avait une personne qui parle du quid de l'engagement de location à 20 ans. Alors, l'engagement de location à 20 ans, je ne sais pas trop ce que vous évoquez par là. Je vous invite à préciser votre question. Mais en tout cas, c'était l'idée de dire cet engagement minimum de 20 ans, il doit rester. C'est-à-dire que si jamais on vend auparavant, c'est autorisé par le dispositif. Et dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de remboursement des avantages fiscaux, puisque souvent c'est ça, hein, l'engagement minimum de location, c'est que si vous ne le respectez pas, dans ce cas-là, vous devez rembourser les avantages fiscaux. Là, pour le coup, c'est autorisé et c'est simplement pour fixer une limite minimum. Alors, présentation, intérêt du dispositif et profil de clientèle. Alors, vous l'avez vu, pour les bailleurs sociaux, j'ai commencé un peu à l'évoquer. Vous avez un produit locatif qui finalement est plutôt assez proche de la culture bailleur. Aujourd'hui, finalement, dans mes échanges, puisque je vois beaucoup d'OPH maintenant, en ce moment, c'est beaucoup eux, qui se lancent sur la logique de structuration d'activités LLI. Ce sur quoi ils étaient relativement frileux pendant assez longtemps. Le premier avantage pour eux, c'est bel et bien celui-ci, c'est que c'est un produit locatif qui finalement est assez proche de ce qu'ils connaissent à travers le PLS ou de ce qu'ils connaissent autrement. Donc finalement, on est sur une culture proche. C'est pas comme le BRS. Je dirais le BRS, c'est déjà toute une acculturation sur la logique de démembrement, etc., qui est pas forcément aisée. Pour autant, le dispositif rencontre un vrai succès, hein. Je ne le nie absolument pas. Mais disons que c'est pas la même chose. Là, on est vraiment sur une culture locative qui est connue. Souvent, là où la culture change un peu, c'est sur la logique de revente. Finalement, il faut bien se dire que le LLI introduit finalement un parc qui est complètement différent dans la culture bailleur, c'est-à-dire que la culture bailleur, historiquement, est celle d'un portage où vous avez le LLI très longue durée. Là, vous voyez, bah tiens, hier, j'ai terminé une note sur le logement social en Allemagne. Et ben eux, ils sont sur une logique de déconventionnement du logement social à horizon 15 ans. Et ben là, vous êtes sur une même logique, finalement, une logique assez proche, qui est celle d'une revente à 10 ans. Et là, vous passez d'une logique, finalement, de stock sur du long terme et une logique de patrimoine qui est plus un patrimoine de flux. C'est pas la même démarche, mais finalement, ça s'appréhende. Vous avez une condition de mixité que je ne minore absolument pas, puisque quand on échange avec les différents acteurs, qui sont principalement les deux principaux majors, hein, Action Logement et CDC, ils indiquent que finalement, ils ont fait beaucoup plus de LLS que ce qu'ils auraient pu imaginer au début du dispositif grâce au LLI, notamment parce qu'il y a cette obligation d'intégration du LLS et cette condition de mixité sociale.
Vous avez le troisième grand avantage qui est celui d'associer d'autres acteurs financiers autour de table pour diversifier l'apport de fonds propres. Ça, c'est important, c'est-à-dire que là où on voit les fonds propres chez les bailleurs n'ont cessé d'augmenter ces dernières années, on parle aujourd'hui d'une moyenne autour de 13 à 15% de fonds propres échelle France. Il y a beaucoup d'opérations sur lesquelles on est bien plus que 13% de fonds propres. On est à 20, 5 dans ces eaux-là en termes de montant de fonds propres. Là, on est sur des montants qui sont parfois beaucoup plus importants quand on parle de LLI, et donc il faut trouver des moyens de les financer. L'apport, notamment à travers ces investisseurs institutionnels, peut avoir effectivement cet avantage-là. Alors, je présente la partie des volumétries LLI, et après, je réponds aux questions. Comme ça, je laisse aussi les gens un peu prendre le temps de lire ce graphique-là. Sur la partie verte, s'il n'y a pas de daltonien alors s'il y a des daltoniens sur la partie basse du graphique, on a les volumes de PLAI. Sur la partie intermédiaire, en bleu, vous avez les plus. Et sur la partie jaune, tout en haut, vous avez les PLS. Et la petite partie grisée qui apparaît à partir de 2000. Alors 2014 dans les faits, il n'y a quasiment rien en 2014. À partir de 2015, c'est le LLI. On a réussi à recomposer les chiffres, puisqu'en plus, là, la DHUP a effectivement donné quelques publications très récentes autour des chiffres du LLI. Donc là, je les reprends ici. On les a croisés avec les agréments nationaux qui sont publiés tous les ans par le FNAP. Et vous voyez que finalement, on retrouve certaines tendances. Alors, je ne commenterai pas les PLI plus PLS. Si vous voulez, on pourra le commenter lors d'échanges individuels, mais je commenterai uniquement la part de LLI aujourd'hui. Vous voyez qu'on était sur des parts de LLI qui étaient relativement, alors je ne dirais pas confidentielles, ça faisait quand même des volumes, mais qui étaient des volumes beaucoup plus faibles que ce qu'on pouvait connaître en PLS, et qui a fortement progressé. Il y a 2 années un peu charnières, 2021 avec 18 000 logements et 2023 avec 29 000 logements. Vous êtes sur 2 volumétries qui sont extrêmement importantes. Et là, pour le coup, vous êtes sur des volumétries qui sont aussi assez impactées par les pics de production liés aux 2 grands plans de relance qui ont été lancés par CDC et Action Logement et dont on les effets à travers les graphiques là. Quand on parle d'une production qui devrait être boostée à 75 000 LLI par an, eh bien, vous avez à peu près une volumétrie qui devrait être atteinte autour des 25 000 logements annuels. Donc, vous voyez à peu près ce que ça donne en trend, notamment, et puis rapporté au volume Pinel qu'on peut avoir, qui était autour de 50 000 logements par an. On est sur des volumétries qui sont à peu près 2 fois moindres. Le CGEDD, j'ai mis ici, avait estimé dans un rapport à peu près le besoin entre 18 et 40 000 logements annuels. Donc, ça vous donne également aussi une volumétrie de ce côté-là. Alors, sur la partie de Lucas, notamment, pardon, de Monsieur Lucas et du coup de Charles, face à cette obligation de location à 20 ans, si le locataire rachète le logement avant les 20 ans, le bailleur devra-t-il rembourser crédit plus crédit d'impôt? La question est non. Et le LLI se rencontre aussi via l'usufruit ULI dans les programmes type Perle. Effectivement, vous avez raison, l'engagement de location de 20 ans doit être respecté. Ça, je vous renvoie vers Perle, il faut lui poser la question, ça sera le plus intéressant, effectivement, qu'il puisse y répondre. Vous savez, c'est aussi ça, le LLI, on n'a pas forcément les réponses à tout, mais du coup, je pense que l'ensemble des acteurs ont les réponses à tout. Donc, c'est l'occasion de leur poser. Oui, ou tonus territoire, vous avez raison. Filiale CDC, vous avez raison. Ça fait partie des 2 grands acteurs qui en font. Alors, profil des locataires LLI au sein des 2 majors. Je me suis permis ici de remettre sur le support les profils des personnes. Et puis, il nous reste 5 minutes dans le support. On a bien avancé, vous en faites pas. Si on a peut-être encore 5 minutes à la fin, on pourra présenter et échanger sur ces éléments. Mais vous voyez, j'ai remis ici, parce qu'on les retrouve rarement, groupés sur une seule page, les profils des ménages qui sont locataires aujourd'hui en LLI au sein des 2 acteurs. Vous les retrouvez ici, donc principalement des ménages en début de parcours résidentiel, des ménages qui sont assez souvent avec un emploi, des professions intermédiaires, et puis des ménages qui ont un revenu, vous voyez, entre 3 000 et 3 700. Alors, ça dépend parfois des dates de publication, et puis ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des ménages qui sont beaucoup plus aisés que CDC, mais ça dépend parfois des publications qu'on peut avoir, et puis je pense de leurs analyses aussi en interne, comment elles sont bâties. Et vous avez, vous voyez, des taux d'effort locatif moyens à peu près autour de 24%. Donc vous avez réellement une accessibilité de ce produit à des ménages en début de parcours résidentiel.
on l'a rapproché par rapport à notre démarche qu'on a l'habitude de faire à adéquation. Et ça permet d'appréhender aussi qui sont finalement les ménages destinataires de ce produit-là. Vous voyez, on a mis ici, à l'échelle France, les revenus des ménages découpés en déciles, donc en 10 tranches égales, en fonction de leurs revenus, les loyers maximum. J'ai fait une extraction sur un logement T3, c'est un logement T3 moyen, je crois qu'il faisait autour des 60 mètres carrés, en libre, à l'échelle France, les logements locatifs sur les zones tendues A bis, A et B1, donc éligibles au LLI, sont à peu près en moyenne de 870 euros. Si vous prenez une décote à peu près de 15% par rapport à ce montant-là pour tomber en LLI, vous êtes à peu près à un loyer LLI autour des 740 euros. En logement locatif social, vous êtes à 400 euros. Donc vous voyez le delta, quand vous touchez la cible de clientèle, autour du 5e décile, on rend les personnes éligibles. Alors vous voyez, c'est le bout du 5e décile, hein, c'est le début du 6e. Donc là, vous voyez un peu l'attractivité du dispositif auprès de la classe moyenne. On touche ici, quand on est sur le 5e décile, le cœur réel de la classe moyenne. Donc là, pour le coup, c'est extrêmement intéressant puisque ça vise ce qu'on imagine pouvoir toucher. Je vais au bout de la démonstration, puis je prendrai les questions si ça ne vous dérange pas. On a fait un exemple sur l'île Métropole, puisque j'avais vu qu'il y avait pas mal d'inscrits qui étaient des Hauts-de-France, donc je me suis dit, pour Métropole, ça pourra vous intéresser. J'ai fait le même exercice et j'ai rapproché sur les différents segments de marché, accession libre, locatif libre, accession TVA réduite, PSLA BRS, LLI, locatif social. Donc les différents niveaux de loyer, les différents niveaux de prix de vente. Ben, ce que vous vous apercevez, c'est qu'effectivement, il y a deux constats qu'on a. Le premier, c'est que sur l'île métropole, ben, vous voyez, vous touchez également en LLI le 5e et 6e décile. Donc, on est clairement sur ces cœurs de clientèle qu'on cherche à viser. Ces ménages de la classe moyenne en début de parcours résidentiel. Très souvent, on serait maire, on vous dirait, vous savez, ces ménages qui partent en périphérie, s'acheter la maison individuelle, vous n'arrivez jamais à retenir, qui sont difficiles, etc., et qui pourtant devraient pouvoir permettre d'animer nos centres anciens, etc. On est clairement sur cette cible de clientèle. On est également, là-dessus, il y a des débats qui ont pu avoir lieu sur LinkedIn, etc., entre les comparaisons du LLI et du BRS, qui sont, à mon avis, assez vraies sur les notions de comparaison. Là, effectivement, on a une proximité qui est assez proche entre le BRS et le LLI. On touche à peu près les mêmes cibles de clientèle. Toute la question est celle des volumétries. Vous le verrez, demain, Alessandro fait une présentation comparative des différents volumétries des dispositifs respectifs. Donc, ça sera intéressant que vous puissiez comparer ces volumétries. Ça vous en donnera un ordre de grandeur. Et ensuite, une fois qu'on a ciblé à peu près les ménages, on est capable à peu près de visualiser leur profil. Vous voyez, là, je me suis dit, bon, bah, est-ce qu'on peut avoir, ne serait-ce que sur de la donnée publique, une première estimation de qui serait la cible de clientèle? Je me suis dit, bon, on sait que finalement, c'est le cœur de la classe moyenne. Donc, le cœur de la classe moyenne, sur l'INSEE, à l'échelle de l'île métropole, du coup, on est logiquement sur les employés, les professions intermédiaires ou les cadres. On a un peu regardé, effectivement, les niveaux de revenus de chacun. On a les montants horaires, et puis du coup, on a multiplié par pour avoir par 35 heures pour un revenu mensuel. On s'aperçoit que c'est principalement finalement entre ces professions intermédiaires qui sont même un peu justes finalement, ou ces employés sur ces sites de clientèle, principalement une clientèle qui est entre les deux, c'est-à-dire entre les cadres et les professions intermédiaires, qui serait la cible de ce dispositif LLI. Et ça donne à peu près une première estimation des volumétries qu'on pourrait avoir sur cette cible de clientèle qui serait celle-ci. Vous allez voir, on va la fiabiliser. Vous voyez, on avait dit finalement une cible de clientèle autour des 3 000 euros. Quand on regarde par rapport aux deux principaux majors, ben, on n'est pas si loin, à travers cette analyse qui paraît une analyse peut-être un peu théorique, de la réalité de ce qui se passe au sein des locataires des deux principaux majors. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on arrive à estimer à peu près la volumétrie, la cible, et puis on a une dernière approche, et je terminerai là sur voilà comment on analyse, en tout cas adéquation, le potentiel et l'intérêt d'une cible de clientèle, c'est le rapprochement par rapport aux différents échelonnements de plafond. Là, vous voyez, on estime et on évalue les proportions en fonction des volumétries de ménage. Donc là, quand on prend uniquement les zonages qui sont éligibles au sein de l'agglomération de l'île métropole, qu'on regarde ceux qui sont en termes de ménage compris entre le PLS et le plafond Pinel, on arrive à dire il y a à peu près 122 000 ménages.
Alors, c'est de la statistique, hein, malgré tout, ça reste de la grosse volumétrie, mais vous voyez, on est à peu près autour de 25% de la clientèle sur ces secteurs-là qui pourraient être éligibles. Ça varie quand on fait les analyses. Pour le moment, on a des acteurs qui nous en commandent. C'est des études-là sur certains secteurs. On est toujours entre en général de la clientèle qui peut être éligible. On peut avoir, et c'est le débat qu'on avait introductif, une clientèle qui soit un peu plus large quand justement il n'y a pas de PLS. Bah là, finalement, c'est presque la clientèle entre le plus et le Pinel qui joue. Donc ça peut parfois être un peu ce genre de choses. Voilà, j'en ai terminé sur le webinaire. Vous avez mes collègues qui animeront les deux prochaines sessions. Demain, c'est sur le LLI. Un produit est-il adapté à toutes les communes? Donc plutôt orienté collectivité ou acteurs publics au sens large. Et ensuite, le LLI, un débouché complémentaire qui s'ouvre aux résidences-services. Vous verrez, on peut avoir des diapositives qui peuvent être un peu complémentaires, mais dans les faits, il y en a certaines qui sont différentes. Et pour ceux que ça intéresse, on commercialise sur la durée d'un mois jusqu'à début juillet une étude à l'échelle d'une commune pour évaluer justement ces principaux indicateurs qu'on a pu regarder, notamment la définition un peu de la volumétrie de clientèle et qui sont à peu près les personnes et les profils des ménages éligibles. Voilà, c'est vendu au tarif de 990 €, donc n'hésitez pas, vous pouvez vous mettre en relation avec moi ou avec qui vous voulez l'adéquation. Vous avez nos coordonnées en fin de diapositive et du coup, je peux prendre les différentes questions si vous le souhaitez. Pardon, oui, je vois, vous posez votre question. Alors, comment arriver à capter la clientèle LLI quand le bailleur a plutôt l'habitude d'attribuer des logements via le SNE? Quelles sont les modalités de commercialisation à mettre en place chez les bailleurs? Les modalités de commercialisation à mettre en place chez les bailleurs, elles sont relativement simples. C'est-à-dire que vous avez une étude qui avait été faite, qui à l'époque, moi je trouve, était très intéressante parce que finalement assez à côté de la plaque, mais qui avait été réalisée par Langcols, je crois, en 2020. Vous pouvez la retrouver sur leur site internet, et qui permettait de dire si on cible les cibles de clientèle éligibles au LLI au travers des niveaux de loyer qui peuvent être pratiqués, quel est le réservoir de clientèle SNE. Je crois qu'ils arrivaient à en dire que c'était à peu près 12% du réservoir SNE qui pouvait être éligible. Sauf que derrière, dans les 12% qui était le chiffre un peu phare, quand vous faisiez toutes les décompositions, on arrivait à moins de 2% qui étaient effectivement éligibles à travers l'outil SNE. La réalité, elle est effectivement celle-là. Alors, je tacle un peu sur cette étude parce que pour moi, c'était assez symptomatique à l'époque de comment on réfléchissait, c'est-à-dire qu'on se disait la clientèle, elle est via le SNE. Dans les faits, non, elle n'est pas du tout. Aujourd'hui, la plupart de la clientèle qui est trouvée, on passe par des plateformes qui s'appellent Le Bon Coin, qui s'appellent Bien Ici. Vous avez des plateformes qui ont été mises en ligne comme Aeline ou comme le site de CDC, vous y allez et dessus vous pouvez trouver vos logements directement. Donc la plupart du temps, ils sont passés par des plateformes de commercialisation qui sont des plateformes de commercialisation comme quelqu'un qui cherchera un logement locatif libre. Alors oui, c'est ça la vraie démarche euh, pour commercialiser du LLI. Alors ensuite, il y avait une question, quid de la gestion des locataires protégés? Plus de 65 ans pour la revente à la 11e année. Alors ça, je ne saurais pas répondre à la question. Pour moi, je ne vois pas pourquoi il y aurait une spécificité de la partie LLI sur cette clientèle-là, puisque pour moi, s'ils sont protégés, ils le seront également dans le cadre du LLI. Donc là-dessus, et sachant que vous l'avez vu, hein, le profil est plutôt une classe de ménage jeune. C'est l'essentiel de cette cible de clientèle qui est visée à travers ce dispositif. Je ne dis pas qu'elle est unique, mais en tout cas, c'est pas la seule. Et Cécile, il semble que certaines collectivités hésitent sur le fait de savoir si elles ont la possibilité de délivrer leur garantie d'emprunt aux OLS sur la construction-acquisition de LLI. Avez-vous connaissance de ce débat et une position sur le sujet? Là, pour le coup, c'est une bonne question. Je sais que là-dessus, certaines collectivités le font, mais elles sont très très peu nombreuses et de manière générale, la plupart ne le font pas. Elles n'apportent pas leur garantie d'emprunt sur la partie LLI. Bon, ma position sur le sujet, j'en ai pas. Parfois, parfois on a des positions, mais parfois non, je pense pas. Bon, je vois pas ce que ça pourrait apporter. Ça viendrait si un peu solvabiliser effectivement le dispositif et l'aider, mais sachant que vous savez, on est sur une logique qui est celle d'une revente à relativement court terme. Il faut se dire aussi que souvent dans les montages LLI,
on est sur une part de fonds propres qui est beaucoup plus importante que ce qu'on peut trouver dans les dispositifs usuels type PLI+, bah, finalement, c'est absolument pas choquant que derrière, bah, il y a un peu plus à financer ou qu'il y ait besoin de recourir à des taux d'emprunt qui sont un peu plus importants. Ça dépend de l'envie et l'intérêt qu'ont les collectivités sur la ligne. Vous verrez, on en parlera demain sur les acteurs publics. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai répondu à l'ensemble des questions. Je vous remercie pour votre réactivité sur le sujet. Puis, je vous laisse revenir vers moi si vous êtes intéressé pour qu'on regarde. Et à défaut, je vous souhaite une belle journée à tous.